Professeur, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous Parfait. m'entendez? Eh bien, écoutez, je rappelle que vous êtes président de l'INCa, directeur général du centre Léon Bérard à Lyon, et donc je vous passe la parole donc, pour cette keynote sur le cancer en Europe, et nous sommes ravis vraiment de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, je corrige, je ne suis pas président de l'INCa, Norbert va m'en vouloir, je suis président d'Unicancer. D'Unicancer, pardon. Je suis oncologue médical, je travaille au Centre de lutte contre le cancer de Lyon et je voudrais vous remercier pour l'invitation pour présenter cette keynote sur un thème qui est un peu une gageure, il faut bien le reconnaître. Cancer en Europe, nous aurions pu y passer beaucoup de temps et la table ronde précédente a déjà évoqué un certain nombre de sujets. Je commence par mes conflits d'intérêts en tant qu'à la fois investigateur, chercheur et directeur d'hôpital. Et en fait, les sujets que j'aurais voulu traiter avec vous sont au fond, pour tenter de focaliser notre débat, sont au nombre de cas. Tout d'abord, l'incidence, c'est ce que l'on peut dire, la comparaison entre pays au niveau européen. Le modèle, en numéro 2, des centres de référence européens qui nous instruisent, je pense, beaucoup sur comment organiser la prise en charge des cancers. La mission cancer et le Beating Cancer Plan, l'acronyme BK. Et je voudrais enfin conclure en parlant d'une société savante scientifique importante pour l'Europe, je crois, qui est la Société européenne d'oncologie médicale, en illustrant ainsi par ces 4 thèmes le sujet du cancer en Europe, qui est un sujet qui est évidemment très pléiotrope. L'incidence, tout d'abord, nous parlons dans l'Union européenne de 2 700 000 environ nouveaux patients annuels, 420 000 sur l'année 2020 pour la France. On voit donc que le nombre de patients concernés est tout à fait considérable. Mais lorsqu'on regarde la distribution au niveau européen et lorsqu'on compare la distribution au niveau mondial, et ça a été dit au moment de la table ronde, il y a indiscutablement dans notre pays et notre continent une surreprésentation des cancers par rapport aux autres pays. Ici, quelques chiffres qui montrent que le problème du cancer, le problème des cancers est un problème qui va croître en magnitude dans les 20 années à venir, comme il a cru d'ailleurs au cours des 20 années précédentes. Actuellement en Europe, il y a une surreprésentation du nombre de cancers par rapport à la population. Ces tables de couleurs, dont le caractère foncé illustre la densité, nous disent des choses importantes. D'abord, l'incidence des cancers. On l'a dit tout à l'heure, là encore sur la table ronde, que l'incidence des cancers était plutôt un peu plus importante sur le territoire français par rapport à d'autres pays. Mais lorsque l'on compare cette incidence à la mortalité, on voit une carte tout à fait différente. Et on observe de manière assez évidente que le nombre de décès liés au cancer est beaucoup plus important sur la façade est de l'Europe que dans les pays de la portion ouest de l'Europe. Et comme conséquence, puisqu'on a une incidence supplémentaire, mais plus de guérison sur la façade ouest de l'Europe, et bien on voit une énorme inégalité ou une différence de densité de cas de cancer sur les différents pays, avec une surreprésentation dans les pays de l'Union européenne situés sur la frange ouest. Une inégalité de distribution qui est tout à fait considérable, et on le voit au niveau européen, des différences en termes de succès de traitement qui sont assez notables, alors que nous sommes au sein d'une même union. Cette incidence, on peut l'illustrer de manière un peu plus fine en regardant les cancers en fonction du sexe, et on voit que globalement la France se situe dans une moyenne. On voit également qu'il y a des différences tout à fait notables selon les pays, avec là encore une surreprésentation des pays du bloc Est, et des différences également par pays que l'on va pouvoir observer par rapport à la moyenne européenne, qui traduit cette disparité. Disparité d'ailleurs qui est partiellement comprise par les facteurs de risque, comprise également par un certain nombre d'éléments épidémiologiques, mais qui montre que la très grande diversité de la situation des cancers en Europe. Et c'est également vrai, c'est vrai en termes d'incidence, c'est également vrai en termes de mortalité, puisque là encore, lorsque l'on regarde la mortalité en termes européens, eh bien on voit que la France globalement se situe dans une bonne moyenne, mais on voit là encore une très grande disparité en fonction des pays, tant pour les hommes que pour les femmes. Un article tout récent nous montre d'ailleurs que cette disparité a plusieurs sources. Et on voit d'ailleurs que la mortalité, les différences de mortalité que nous observons dans les différents pays européens s'observent en fonction des territoires géographiques, et que la France se situe globalement dans un groupe plutôt favorable, même si nous ne sommes pas les meilleurs encore. Un article qui est paru il y a quelques
quelques semaines est particulièrement intéressant pour juger de la question clé qui est celle des inégalités socio-économiques comme élément explicatif de ces disparités, des disparités de risque de mortalité et de risque d'incidence. Cet article qui est paru dans le Lancet régional région Europe nous dit que en fait l'espérance de vie et de la curabilité des patients est très dépendante du niveau socio-économique et ce dans tous les pays européens. L'explication des différences d'un pays à l'autre est en grande partie liée à ces différences socio-économiques et globalement, quels que soient les pays considérés, il y a une augmentation du risque de mortalité qui va s'observer pour les patients d'une catégorie socio-économique faible par rapport aux catégories socio-économiques élevées. Et on voit ainsi que les différences que nous observons entre les différents pays qui ont été montrées sur les cartes précédentes résultent principalement de ce phénomène. Globalement, les catégories socio-professionnelles équivalentes dans les différents pays élevées ont plutôt un risque, une incidence et un risque de mortalité qui va être similaire entre les pays. La différence va se porter sur les catégories socio-professionnelles plus basse, et évidemment avec tout un travail à faire pour la prise en charge au-delà de l'organisation des différents systèmes de santé. Ces éléments nous montrent donc que l'Europe du cancer, c'est une Europe extrêmement disparate, extrêmement variée, sur lequel la France dispose d'atouts, mais n'est pas le premier de la classe en quelque sorte, et sur lequel nous avons encore beaucoup à travailler. Il nous offre en outre un élément explicatif sur les origines des inégalités de résultats et probablement des éléments de correction sur les années à venir. Alors, élément de correction, on le sait tous, les systèmes de santé européens sont très différents. À l'intérieur des différents pays, les structures de remboursement vont être différentes et la santé est le privilège des États, c'est organisé au niveau national. Pour autant, il est assez évident qu'avec une population de plus de 500 millions d'habitants, l'Europe dispose d'atouts pour prendre en charge de manière très spécifique des maladies un peu rares. Et l'Europe, rassemblant ces 500 millions de personnes, peut être une manière d'organiser mieux la prise en charge des patients porteurs de maladies rares et particulièrement de cancers rares. C'est ce qui a été voulu par l'Union européenne il y a maintenant un peu plus de 5 ans à travers la création de ces ERN. ERN, c'est un acronyme qui signifie European Reference Network. Il y en a 24. Il y en a 4 qui sont consacrés au cancer et un qui est consacré au cancer solide de l'adulte, que je prendrai un exemple, qui s'appelle Euracan. Voici la distribution des organisations de ce réseau, mais globalement, le principe est assez simple. L'expertise est rare dans tous les pays pour ces cancers rares. Comment la distribuer et l'organiser de manière la plus homogène possible au niveau du territoire européen, afin qu'aucun citoyen européen d'aucun pays ne soit trop à distance d'un centre de référence et qu'il puisse ainsi être mieux traité. C'est une ambition très importante, logique, pour faire masse avec la structure européenne, alors qui est construite autour des centres hospitaliers, mais avec également des partenaires associés. Vous voyez ici la carte de l'Europe qui décrit cette distribution des centres de référence avec une visibilité sur l'ensemble des pays, et on voit que la quasi-totalité des pays sont concernés. On espère bien, évidemment, couvrir la totalité des pays. L'idée, encore une fois, elle est simple, elle est de proposer à tous les patients européens, à proximité, une prise en charge pour leurs cancers rares. Et dans le cas des cancers rares couverts par ce fameux réseau, c'est une myriade de maladies différentes qui sont prises en compte, puisque les classifications internationales ne retiennent pas moins de 10 familles différentes de cancers rares solides de l'adulte touchant les différents organes, et l'objectif est d'organiser la prise en charge de chacun de ces cancers de manière la plus appropriée possible. Alors c'est une ambition qui est importante, une ambition que les hôpitaux ne peuvent pas faire seuls, et qu'ils doivent accomplir en associant les associations de patients, en associant les sociétés scientifiques, les groupes de recherche, mais le principe même des réseaux ERN, c'est d'être des structures hospitalières qui sont rassemblées, qui travaillent ensemble. Lorsque nous avions créé la première vague de ERN, il y a maintenant 5 ans, les objectifs étaient simples, et ils sont cités ici. Améliorer les recommandations de pratique clinique, en créer de nouvelles, faciliter le trajet des patients, améliorer la qualité des soins, accélérer la mise à disposition des soins chez tous les patients et développer globalement des programmes de recherche. Les réalisations qui ont pu être effectuées au cours des 5 dernières années
sont illustrées ici, elles sont moins importantes que ce que nous aurions voulu faire. C'est probablement une illustration, là encore, des différents pas que nous devons accomplir dans les années à venir en Europe. Pourquoi n'avons-nous pu pas tout faire ce que nous voulions? Essentiellement du fait du budget. Nous avons la grande chance en France d'avoir l'Institut national du cancer qui avait organisé de longue date, près de 7 ans avant, des réseaux de prise en charge des cancers rares. Le financement de ces réseaux de cancers rares a permis une structuration au niveau français, d'ailleurs, qui fait exemple. Malheureusement, les budgets européens qui nous ont été proposés étaient inférieurs à ceux qui étaient proposés au niveau du territoire national. Et donc, même si ceux-ci sont actuellement en train d'être corrigés, il y a encore beaucoup de travail pour obtenir les objectifs. Mais obtenir ces objectifs, c'est quelque chose qui est transformant. Et on compte beaucoup sur l'Europe pour réaliser ce type d'organisation. Et cela servira bien sûr la France, qui est bien organisée déjà, mais également les autres pays. Et puis en retour, la France, parce que globalement, nous sommes bien organisés pour beaucoup de prises en charge, mais pas pour toutes les prises en charge de toutes les maladies. Il y a à apprendre de nos collègues voisins. Point important, un des objectifs de ces réseaux, c'est de rassembler, de savoir combien et où sont les patients. Et l'autre point important, c'est de démontrer, c'est ce que montrent ici les courbes de risque de rechute en vert et en bleu, la prise en charge des patients dans les centres de référence, courbe verte, démontre une supériorité par rapport à la prise en charge des patients en dehors de centres de référence. L'Europe s'organise autour de cela et c'est quelque chose qu'il faut continuer à promouvoir. Troisième sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la mission cancer et du Beating Cancer Plan. Alors, c'est une ambition qui est forte et qui est basée sur ce que nous venons de dire. Une série de missions ont été voulues par la Commission européenne récemment pour tenter de résoudre les grands enjeux à venir. Et un des grands enjeux, nous sommes ici d'ailleurs pour en parler, ce sont les cancers et la prise en charge des cancers. Nous venons de voir qu'elle a été disparate au niveau européen, que nous pouvions certainement mieux faire, que nous pouvions sans aucun doute faire mieux à plusieurs, et que de toute façon l'incidence allait croître dans les années à venir. Ambition de l'Europe, augmenter la qualité de la prise en charge, améliorer le taux de guérison et avoir une prise en charge qui soit la plus équitable, équilibrée et diffuse possible de qualité au niveau du territoire européen. Donc c'est une mission cancer a été mise en place dans ce but, avec une Française qui était à sa tête, avec des membres scientifiques qui ont construit un programme qui s'est appuyé sur des informations collectées auprès de plusieurs sources. Tout d'abord, les États membres qui ont leur mot à dire, puisqu'encore une fois, la santé et l'organisation du système de santé est la responsabilité des États. Donc l'avis des États était évidemment important. L'avis du Parlement européen, l'avis des patients, et une interrogation européenne a eu lieu au début de ce processus en essayant d'identifier quelles étaient les priorités finalement des patients. On l'a déjà dit, la priorité numéro 1, c'est de ne pas avoir de cancer. Donc les stratégies de prévention, sans surprise, ont fait partie des objectifs qui avaient été mis et qui ont été mis en évidence. Et en fait, l'ambition qui était proposée par cette mission cancer, qui est d'avoir 3 millions de décès en moins à l'horizon 2030, grâce à une meilleure qualité des soins, une meilleure organisation des soins, s'est appuyé sur en fait plusieurs piliers et un certain nombre de recommandations que nous allons voir. Globalement, pas de surprise, comprendre mieux la maladie, prévenir la maladie, optimiser, et il y a du travail, la qualité du diagnostic et du traitement, travailler sur la qualité de vie du patient, en particulier du patient guéri, mais également en cours de traitement, et puis s'assurer, on vient de le dire plusieurs fois, d'un accès équitable et équilibré sur tout le territoire européen pour les patients, avec 13 recommandations qui déclinent ces différents objectifs. Et vous le voyez, la prévention, qui fait partie également de notre stratégie décennale, est un des éléments clés. Avec dans toutes ces composantes, il y a plusieurs de ces recommandations qui ont déjà été mises en œuvre, et je voudrais citer ici la numéro 1, uncan.eu, qui est un programme coordonné européen pour prendre à bras le corps la question des cancers compliqués à diagnostiquer et compliqués à comprendre, et essayer d'avoir des actions concertées pour y arriver. Alors, pour décliner ces différentes recommandations, le plan Battre le cancer en Europe, European Beating Cancer Plan, a été mis en place avec la mission
pour ce plan, d'appliquer les recommandations de la mission cancer et de pouvoir décliner ces différents objectifs. Je pense que c'est extrêmement important, cette mission cancer et le Beating Cancer Plan, et que les financements qui sont mis à disposition et qui ont été évoqués tout à l'heure vont être déterminants pour transformer les choses dans les différentes dimensions que nous avons évoquées, qui vont de la compréhension à la prévention, et également à un accès équitable sur l'ensemble du territoire européen. Alors j'ai parlé de l'incidence, j'ai parlé des organisations déjà existantes grâce à la Commission européenne qui permettent d'envisager une prise en charge plus homogène, coordonnée au niveau européen, permettant avec une espèce de principe de subsidiarité à l'Europe de venir en soutien des États pour la prise en charge de certain nombre de pathologies rares et compliquées à traiter. On a parlé des ambitions fortes de la mission cancer et de BK. Je voudrais pour conclure évoquer avec vous le rôle central des sociétés savantes dans le dispositif d'organisation de la prise en charge des cancers en Europe, en citant tout particulièrement la Société européenne d'oncologie médicale, l'ESMO, car c'est une société qui est importante et qui a un poids, coordonné avec d'autres sociétés savantes, ce n'est pas la seule bien entendu, mais elle illustre, je crois ici, l'importance de l'appui que nous devons avoir dans la construction de nos projets européens sur les sociétés scientifiques, et nous ne pouvons nous appuyer que sur de la science. Dans les actions de cette organisation scientifique, l'ESMO, la construction de recommandations de pratiques cliniques. C'est quoi les recommandations de pratiques cliniques? Il s'agit d'avoir à disposition de tous les praticiens les standards de prise en charge en ayant lu l'ensemble de la littérature pour telle situation donnée. C'est très important d'avoir un consensus pour cela parce que la science, elle est universelle, elle n'a pas de frontières. Et donc, avoir un consensus européen, ça renforce et ça permet de solidifier tous les corpus de connaissances. L'ESMO a ses ambitions, a des ambitions également d'éducation, de diffusion de la connaissance auprès des patients et du grand public, a des missions même d'accréditation avec un examen de l'ESMO, qui est un examen qui est reconnu par certains pays comme un examen qualifiant pour devenir oncologue médical. Ce n'est pas le cas de la France. Et de nombreuses missions et une couverture qui déborde largement de l'Europe. C'est probablement un des messages importants. L'ESMO est une des plus grandes organisations traitant du cancer au niveau mondial, probablement désormais la plus grande. Elle n'a pas qu'une couverture européenne, elle s'ouvre vers l'Asie, évidemment vers les pays américains et puis vers l'Afrique. Et cette volonté d'ouverture, elle est extrêmement importante. Alors un mot sur les recommandations de pratique et ce que nous pouvons utiliser de ces sociétés savantes au niveau européen. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts parce que nous faisons des recommandations de pratique qui intègrent l'ensemble des connaissances. Nous les adaptons et nous les mettons à jour en temps réel. Ça a été dit au cours de la table ronde. L'évolution actuelle des connaissances en cancérologie fait que les standards changent très souvent. Et une fluidité dans l'écriture de ces standards est vraiment très importante. C'est quelque chose qui est procuré par une telle organisation. Et on voit ici numériquement l'importance de la consultation de ces recommandations de pratique au niveau global. La lecture du nombre de pages montre bien la pénétration dans la communauté oncologique mondiale de ce type d'organisation. Les organisations scientifiques viennent en appui et permettent ainsi de procurer une meilleure qualité de soins possible, en tout cas de fournir les outils pour se mettre en place. Et puis l'ESMO, c'est pas seulement ça, c'est également une organisation qui permet de générer des standards et d'intégrer la recherche et de faire passer plus rapidement la recherche en pratique de routine. On l'a dit à plusieurs reprises au cours des différents exposés, la cancérologie se modifie, elle devient une cancérologie qui comprend la biologie dans toute la compréhension de la maladie au sein de l'hôte. Et cette compréhension-là, elle débouche sur de nouveaux traitements. Et dans la comparaison qui est faite sur cette diapositive, on voit bien le nombre de nouveaux traitements qui sont en train d'arriver à un rythme effréné, parfois d'ailleurs compliqué à gérer pour à la fois les chercheurs et pour les administrations, ça a été évoqué, mais qui traduisent le dynamisme et la vitesse de progrès absolument inédite que nous avons observée au cours de ces dernières années. C'est ensemble que nous pouvons le faire, et en Europe, comme dans d'autres pays, sont arrivés de nouveaux standards thérapeutiques. Comment les intégrer? Comment les positionner par rapport à l'existant? Personne n'est mieux placé que les sociétés scientifiques internationales pour rassembler les experts en nombre critique, en masse critique,
pour pouvoir y arriver. Et pour définir comment va être la nouvelle stratégie de recherche pour le développement des nouveaux médicaments. Car on l'a dit, la maladie cancer, elle n'est plus celle qu'elle était il y a 20 ans. C'est une maladie qui est beaucoup plus fragmentée. La recherche clinique doit s'adapter. On parle d'études sur de petits nombres de malades, on les appelle des études basket ou des études ombrelles. Elles sont transformantes par rapport aux méthodologies que nous étudions il y a encore 10 ans. Nous avons, en conséquence de quoi, la possibilité d'avoir très tôt des médicaments, mais également le devoir d'évaluer l'impact de ces médicaments en routine clinique sur la vraie vie. Là encore, nous sommes plus forts ensemble et les sociétés savantes telles que l'ESMO nous permettent de le faire. Les pratiques cliniques sont également engagés par ce processus, et on voit qu'arrive tout un nombre de nouveaux dispositifs tels que le suivi par biopsie liquide qui permettent de monitorer, de suivre le patient, de suivre la maladie, la réponse au traitement en cours de traitement, dont on voit que c'est technologiquement possible, mais le positionnement de ces outils pour la prise en charge des patients, eh c'est pas si simple que ça. Et ce type de société savante nous permet d'avoir des corpus de connaissances qui sont présentés à la communauté médicale et scientifique et qui permettent de stabiliser le sujet à un moment donné et d'asseoir les recommandations que l'on peut faire sur une science analysée de manière globale. C'est vrai pour le suivi de l'ADN tumoral dans le sang circulant, c'est vrai pour l'utilisation des nouvelles techniques de séquençage, et des sociétés telles que l'ESMO sont particulièrement actives et particulièrement utiles pour donner ce phénomène. Et c'est même vrai pour la définition de ce qui est une caractéristique moléculaire importante versus une caractéristique moléculaire moins importante, permettant de proposer oui ou non le traitement à tel ou tel patient dans telle ou telle situation. On le voit donc, ces sociétés savantes sont extrêmement importantes, elles nous permettent d'appuyer le niveau de connaissance que nous proposons pour la prise en charge en routine des patients sur une science qui est très rapidement évolutive. Et on ne peut pas conclure ce chapitre-là sans parler de l'intelligence artificielle, dont il faut renoncer à l'idée que ce soit une solution miracle qui permet de tout traiter, mais ça sera un outil supplémentaire servant le médecin et les soignants pour mieux traiter le patient, au même titre qu'un scanner, au même titre que les outils que nous utilisons au quotidien. Probablement, le stéthoscope du 21e siècle utilisera des intelligences artificielles. Et là encore, il est particulièrement utile d'avoir une approche critique par des sociétés savantes intégrant des experts de tout pays pour utiliser au mieux ces nouveaux outils technologiques. Ainsi, on le voit, l'Europe est un atout. L'Europe est diverse. L'Europe a déjà permis de construire une Europe du cancer qui n'était pas immédiatement évidente au vu de l'organisation des différents systèmes de santé. On peut gager qu'on est au départ, et ce sera un clin d'œil d'utiliser un Britannique pour parler de la prise en charge coordonnée des cancers en Europe. Les Britanniques travaillent avec nous sur ces différents chapitres. Je voudrais citer ici Winston Churchill et dire juste que nous sommes juste au début de quelque chose qui va être très coordonné et probablement qui va nous permettre d'être transformé. Voilà ce que je voulais vous dire en ces quelques minutes. Et encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation.